je suis Larry Ben-Simon. Je suis adjoint à l'administrateur général du CNAM en charge de la formation. Je suis également professeur des universités en finance. Alors, deux premiers points avant de laisser la parole tout à l'heure à Bertrand Comelin. Deux premiers points donc sur la présentation du CNAM en insistant sur ses spécificités. Présentation du CNAM avec plus un focus sur l'organisation et la structuration du domaine formation. De cette première partie, finalement, j'enchaînerai sur des problématiques liées aux stratégies, finalement, diverses stratégies du CNAM au sein de cet écosystème en mouvement, en faisant une attention particulière, en portant une attention particulière à la loi pour choisir son avenir professionnel, qui voilà, est la loi peut-être la plus impactante, en tout cas pour nous. Alors, donc, présentation et dynamique interne du CNAM. Quelques mots de présentation sur le Conservatoire national des arts et métiers qui peut parfois paraître un peu particulier dans l'environnement de l'enseignement supérieur. Donc, c'est le seul établissement d'enseignement supérieur dont la formation tout au long de la vie et la mission centrale. C'est le principal établissement public de formation supérieure, donc professionnalisant tout au long de la vie. Le conservatoire a cette spécificité de fonctionner avec des modalités adaptées finalement à son public, que ce soit aux caractéristiques, à sa diversité. On fonctionne beaucoup en parcours par module. Ce sont des briques, des UE en l'occurrence, qui se capitalisent de manière progressive et finalement peuvent constituer des certificats, des titres RNCP, des diplômes. On valorise aussi, bien entendu, l'expérience professionnelle, c'est très important. Le CNAM, ce sont des services en amont et en aval des activités et des actions de formation qui vont finalement de l'orientation jusqu'à l'aide à l'insertion, en passant par les bilans de compétences, validation des acquis, donc le VAE, VES, VAP. Le CNAM est l'établissement vraiment qui a vu émerger le dispositif de VAE. Alors, le CNAM a le statut de grand établissement. C'est un établissement en réseau dont le siège est à Paris, établissement public à Paris. Donc, les formations du CNAM ont vocation à être déployées dans tout son réseau. Le réseau du CNAM, c'est une vingtaine de centres en région, donc les CCR. C'est un établissement public à Paris, une vingtaine de centres en région, 5 centres à l'international, Bertrand y reviendra plus spécialement tout à l'heure, et au total environ 200 lieux d'enseignement. J'y reviendrai également parce que nous avons une vraie orientation sur la partie plus stratégique vers un développement, un déploiement dans les territoires. Donc, c'est un réseau de centres internationaux et de centres en région n'ayant pas le statut d'établissement public, mais exerçant une mission de service public. Les centres en région sont des associations de gestion, qui est une particularité également dans notre structuration. Alors, c'est un établissement dans lequel, justement, il faut réguler ces relations pédagogiques qui se déploient par différents moyens et outils. Nous avons des processus de gestion des agréments. Donc, les responsables nationaux d'unités d'enseignement ou de diplômes agréent les enseignants en région, agréent via des processus des processus internes type adage, où les collègues gèrent et donc agréent, donnent agrément sur la base de CV, d'entretien, de plans de cours, de sujets d'examen également. Pour fluidifier aussi ces relations entre l'établissement public et les centres en région et aussi à l'international, on a mis en place un système de délégués interrégionaux qui assure la relation pédagogique entre, d'un côté, l'établissement parisien et les collègues
enseignants et enseignants-chercheurs du CNAM, et de l'autre, les intervenants, et donc dans les centres en région pour tout ce qui est donc, relations pédagogiques. Et ce sont les délégués interrégionaux qui se déplacent dans les centres pour participer au jury de validation des unités d'enseignement. Le CNAM, c'est environ, en tout cas, établissement public, établissement parisien, 2000 agents, 600 enseignants, enseignants-chercheurs et environ 1300 BIATS. Le statut de grand établissement fait aussi que le CNAM, dans son pool d'enseignants, enseignants-chercheurs, dispose d'un corps propre. Donc, il y a des maîtres de conférences, des professeurs d'université, des PAST, mais aussi des professeurs du CNAM, à savoir des professeurs titulaires de chaires, donc, et le CNAM recrute ce corps propre. Alors, on est dans le cadre d'un séminaire lié au pilotage, donc quelques chiffres sur ce que représente le CNAM en termes d'auditeurs et quelques statistiques descriptives. Le CNAM, c'est un peu plus de 50 000 auditeurs qui se répartissent pour une grande partie sur Paris et la région Île-de-France. Donc, c'est un centre CNAM en région avec l'établissement parisien, donc ça fait environ un peu plus de 22 000 élèves. Un peu plus de 20 000 aussi dans les centres CNAM en région et 1800 dans les CESTER en Outre-mer, nous avons également des implantations en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe. 7 900, environ donc 8 000 dans les centres CNAM à l'étranger. La moyenne d'âge, c'est environ 32 ans. Et la situation de nos auditeurs, c'est pour les 2/3 des actifs, en situation d'emploi, 19% à la recherche d'un nouvel emploi et 16% dit catégorie inactifs. C'est donc des étudiants, des hommes-femmes au foyer, des retraités aussi. Au CNAM, on a en amphi des personnes qui ont plus de 60 ans de manière. On en a effectivement également. Des chiffres sur l'offre de formation. Je ne veux pas vous asséner de beaucoup de chiffres, mais ça permet aussi de comprendre les particularités du CNAM. Le CNAM propose plus de 350 certifications et 650 parcours. 40% des auditeurs prennent au moins un module en formation à distance, soit de ces formations ouvertes à distance, ou en hybride, donc un mix entre distanciel et présentiel. Je y reviendrai tout à l'heure. Des stratégies du CNAM, et comme beaucoup d'établissements aussi, c'est d'accélérer sur la formation ouverte à distance. Le CNAM délivre chaque année plus de 70 attestations de réussite à un module, donc à une unité d'enseignement, et environ 13 500 parchemins de certification, certificats de diplôme en France et à l'étranger. Je parlais tout à l'heure de la VAE. Effectivement, le CNAM accompagne plus de 450 VAE par an. Alors, pour comprendre aussi le CNAM, il faut comprendre les différents acteurs de la formation, et c'est ce qui également met en évidence ses spécificités par rapport à d'autres établissements. Donc, Olivier Faron est l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers. Il est accompagné de 4 adjoints. 3 adjoints sont liés aux 3 missions principales finalement du CNAM, donc la formation, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Donc 3 adjoints en charge de chacune de ces missions, et un adjoint en charge du développement et de la stratégie. Je vais faire un focus plus sur la formation. Donc, l'adjoint en charge de la formation est très en lien avec le conseil des formations, l'équivalent de la CFVU, des CFVU. Donc, c'est une instance élue décisionnaire, et a sous sa responsabilité différents services pour accompagner dans ces missions, que ce soit un service d'appui à la formation pour les questions presque principalement d'allocation des moyens, et une direction nationale des formations, donc tout ce qui a trait à la réglementation, aux mises en œuvre nationales notamment, et
le lien entre l'établissement parisien ainsi que les centres en région. Ensuite, en termes de formation, des équipes pédagogiques nationales, donc EPN, équipe pédagogique nationale, qui portent l'offre de formation du CNAM. Je vais y revenir dans quelques instants pour vraiment bien que vous saisissiez bien la manière dont on est structuré. Des structures spécifiques, que ce soit, on a un CFA, que ce soit l'école d'ingénieurs du CNAM est également une structure spécifique, et donc nos CCR, nos centres en région. J'ai donné les chiffres tout à l'heure sur les enseignants et enseignants-chercheurs et des personnels administratifs. En termes de vacataires, on a environ 2000 vacataires qui interviennent pour le CNAM. Les chiffres sur les auditeurs, je les ai donnés juste avant. Alors, l'offre de formation est portée par les équipes pédagogiques nationales. Elle représente finalement un ensemble cohérent de domaines professionnels, de métiers ou de spécialisation. Elles assurent, donc je vais passer un peu vite là-dessus, mais elles assurent l'ingénierie de formation dans le cadre de l'offre globale de formation. Elles gèrent la qualité de l'enseignement dans tout le réseau aussi. Elles sont responsables de cette dimension. Elles mettent en place et développent une démarche aussi, et c'est ce qui leur est demandé, prospective sur l'évolution des métiers, bien entendu en lien étroit avec les milieux professionnels, les milieux socio-professionnels. Très rapidement, à titre d'exemple, donc le CNAM est composé de 16 équipes pédagogiques nationales. La moitié, donc numérotées de 1 à 8, sont liées aux sciences pour l'ingénieur. Donc une offre importante, notamment pour tout ce qui est bâtiment et énergie. On a une école aussi qui est vraiment une niche, école supérieure, une école d'ingénieurs, des géomètres et des topographes qui est basée au Mans. Donc une offre aussi très axée à ingénierie, mécanique, matériaux, informatique, mathématiques, industrie chimique, pharmaceutique. Nous avons aussi une équipe pédagogique nationale située à Cherbourg, l'Intecmer, spécialement dédiée au métier de la mer. L'autre moitié des équipes pédagogiques nationales concerne les SHS, donc économie, finance, assurance, banque, une équipe pédagogique importante aussi en comptabilité, contrôle, audit. Le CNAM dispose d'un institut national des techniques d'expertise comptable, l'INTEC, qui est un très gros centre qui forme beaucoup d'élèves sur les métiers du chiffre. Donc, territoire, santé, droit immobilier, stratégie, innovation, donc vraiment une autre partie sur les domaines SHS. Sur la structuration de l'offre de formation, donc je viens de dire quelques mots sur la gestion de l'offre. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure sur le slide sur l'organigramme, il y a un service d'appui à la formation qui a pour objectif de garantir la cohérence du travail réalisé justement par ces EPN dans le cadre d'une logique qualité. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, la logique qualité des formations. Deux dimensions particulières sont à la charge de ce service, qui est donc sous l'autorité de l'adjoint en charge de la formation, participer à l'allocation des moyens dédiés aux équipes pédagogiques nationales, alors que ce soit les moyens humains, donc une forte participation à la campagne d'emploi, qui a été d'ailleurs la campagne d'emploi 2021 a été votée cette semaine au Conseil scientifique et de formation. Donc, je l'ai présenté avec les autres adjoints en charge de la recherche et du développement. Allocation des moyens humains, mais aussi en termes d'HED, puisque c'est ce service-là, en lien avec les directeurs d'EPN et les secrétaires généraux d'EPN, qui allouent le volume d'HED, donc la gestion des dotations horaires, à ces équipes pédagogiques nationales. Le volume d'HED géré pour les équipes est d'environ 200 000 heures. L'autre partie, c'est l'animation des EPN, à savoir la mise en cohérence de l'offre de formation, que ce soit avec les milieux socio-professionnels, avec les centres en région, bien entendu, et surtout avec la stratégie de l'établissement. La Direction nationale des formations,
là, a plus pour mission d'accompagner les enseignants-chercheurs dans tout ce qui est création et évolution de la gestion de l'offre de formation. Dans le cadre du Conseil des formations, et je vais y revenir, des modifications d'offres de formation, de nouvelles offres de formation sont votées régulièrement, et c'est la DNF qui accompagne ce processus, qui accompagne les collègues dans le montage des dossiers. Et c'est une direction qui est organisée sous 3 pôles. Elle est dirigée par Ariane Fréhel, que certains connaissent ici. Offre de certification, formation et déploiement, donc par rapport au centre CNAM en région, l'accompagnement des publics et la diplomation. Le conseil des formations, très rapidement, donc l'équipe serait l'équivalent des CFVU. Donc, ce sont des membres élus parmi les différents collèges au CNAM. Et le conseil des formations est consulté pour la création et donc la modification de l'offre de formation sur tout un tas de questions, bien entendu, relatives à la formation. Et depuis l'année dernière, vote aussi la responsabilité des diplômes, qui est votée annuellement, qui est aussi remet les cartes dans le processus de gestion de l'offre. On pouvait au CNAM être responsable de diplôme presque à vie, et voilà, les choses ont été remises de manière plus démocratique via les conseils d'équipe pédagogique nationale et également également et surtout le conseil des formations. Rapidement, là encore, différents titres d'ingénieurs. Donc, on a une école d'ingénieurs, plus de 50 titres d'ingénieurs, que ce soit en temps de travail ou des formations d'ingénieurs en partenariat. Des diplômes aussi nationaux, des DUT, des licences aussi générales, beaucoup de licences professionnelles, des masters aussi, des masters internationaux, je pense que Bertrand va y revenir. L'accréditation, bien sûr, tous les 5 ans en parallèle du contrat quinquennal de l'établissement. Des titres professionnels, technicien supérieur, 4 opérationnels, 4 supérieurs. On va bien sûr jusqu'au doctorat. Des formations labellisées aussi, CGE en bas. On a un MBA. Le CNAM a lancé aussi, via son équipe pédagogique, stratégie, un DBA. Et des diplômes également d'établissement du CNAM, à savoir des certificats professionnels, des certificats de compétences, de spécialisation et des diplômes d'établissement. Quelques mots encore sur les caractéristiques de notre offre actuellement. Donc, une cohérence renforcée des formations, notamment l'intégration de la réduction du nombre de parcours et l'intégration, bien sûr, de la spécialisation de manière progressive avec des troncs communs et la coordination et une incitation plus forte à la mutualisation des enseignements. On a beaucoup d'unités d'enseignement et parfois d'ailleurs des doublons. Donc, il y a des procédures de rationalisation de l'offre de formation qui ont été mises en place pour justement essayer d'éviter ce type de doublons. Les caractéristiques encore de l'offre, donc des dispositifs spécifiques. On a ce qu'on appelle une école Vaucanson dédiée au public difficile, donc qui vont du bac pro et qu'on peut emmener vers la licence en apprentissage par une pédagogie par projet. Le CNAM va dans les prisons aussi. Le CNAM s'adresse au public dit empêché. Donc, on propose un catalogue spécifique des cours, des examens sur site, que ce soit alors beaucoup en comptabilité et également en informatique, formation aussi sur les sportifs de haut niveau et également des prestations d'orientation pour les migrants. Bertrand y reviendra, mais il y a un renforcement aussi de l'ouverture à l'international et notamment pour tout ce qui concerne nos parcours déployés dans nos centres CNAM à l'étranger, que ce soit en Chine, au Liban, et des accords de double diplomation. Mais Bertrand y reviendra dans quelques instants. Les principes de l'organisation de la formation, c'est s'adapter parce que voilà, c'est notre métier à l'évolution des capacités des individus en termes d'efforts de formation, de temps disponible. Et c'est pour ça qu'on fonctionne vraiment en cursus modulaire, ce que je disais tout à l'heure, cursus modulaire individualisé, permettre des parcours variés, donc beaucoup d'unités d'enseignement qui donc sont capitalisables, échelonnables également dans le temps, mais aussi des cursus concentrés en bloc, composés d'unités spécifiques. Mixer les modalités organisationnelles, c'est effectivement
On peut mixer du hors temps de travail, des cours du soir, des périodes d'alternance et des cours en distance, et bien entendu, pour résumer, sur tout le territoire, via la formation ouverte à distance. Rapidement, les statuts des personnes formées, donc principalement la formation continue, à peu près 80%, hein, donc des stages, inscrits au stage, inscrits à des cours du soir, parfois des cours du jour, en FOD ou en hybride, avec un financement individuel donc financement individuel, c'est un peu plus de 50%, hein, ou tiers financeur, c'est autour de 30%. Formation de l'alternance, c'est 11% des effectifs, que ce soit contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation. Formation initiale, donc environ 13% des inscrits seulement ont le statut d'étudiant. Ils sont dans des EPN très spécialisés, qui sont notamment, je l'évoquais tout à l'heure, le SGT, qui est basé au Mans, et l'Intecmer, et l'Intecmer aussi, qui est à Cherbourg. Donc, rapidement, je passe sur la partie UE. Vous l'avez vu, il y en a beaucoup, donc on travaille beaucoup sur les UE à la carte. Des modalités présentielles, aussi formation ouverte à distance, les MOOC sur lesquels le CNAM a été assez réactif, assez pionnier, et donc la VAE. Alors, tout ça est pour insister sur vraiment la spécificité du CNAM et comment, finalement, au travers de ces spécificités et de l'environnement particulier que nous connaissons en ce moment avec les différentes réformes, le CNAM, finalement, agit, réagit et s'oriente. La multiplicité des réformes, que ce soit par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ou le ministère du Travail, donc voilà, on est dans un cadre de réformes multiples. J'ai choisi d'axer sur les impacts finalement pour le CNAM de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, hein, ministère du Travail. Nous, on est très plus impacté, vous l'aurez compris, hein, de par nos spécificités par cette réforme, qui finalement porte sur 3 points, le CPF, la qualité, l'alternance. Je vous propose de plus insister sur 2 points, le CPF et la qualité. Rapidement sur le CPF, donc c'est voilà, le nouveau CPF, donc choisir, réserver, acheter en ligne. Donc maintenant on est sur une application, hein. On peut réserver, choisir ses formations de son canapé via son smartphone. On est sur de la monétisation des droits, hein. Les heures d'anciens DIF et CPF deviennent des euros CPF. Seules les certifications que sont les titres RNCP, diplôme d'ingénieur, licence, master ou une partie de ces certifications en bloc de compétences donc sont éligibles au CPF, et seuls les certificats d'établissement déposés au répertoire spécifique sont éligibles au CPF. Donc c'est la caisse de dépôt, hein, qui gère pour le compte du ministère le nouveau CPF, avec donc voilà, finalement une place de marché ouverte, dématérialisée, qui met en place, puis qui met en relation les ayants droit CPF et les organismes de formation. Les titulaires de son compte doivent connaître ses droits, choisir sa formation. On est vraiment très dans une logique client, et au CNAM, ça induit, je vais l'évoquer également, une profonde évolution de la culture CNAM vis-à-vis de ses auditeurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrée dans l'application CPF, c'est pour le CNAM un enjeu stratégique majeur, parce que le CPF devient le mode de financement de référence de la formation professionnelle des individus, et il est nécessaire en particulier à la fois de permettre à nos élèves, à nos auditeurs, de mobiliser leurs droits CPF pour suivre la formation au CNAM, et de saisir l'opportunité d'attirer un nouveau public vers nos formations et nos services. En décembre 2019, le CNAM est entré dans l'application CPF avec un nombre limité, c'était volontaire, hein, un nombre limité d'actions, parce qu'il y avait une incertitude aussi sur la manière dont les choses allaient se passer, dont le CNAM en interne pouvait absorber ce changement.
donc tant pour l'établissement public que dans les centres CNAM en région. Pour l'établissement public, cette liste des premières formations a fait l'objet d'une validation par les EPN. Vraiment, un processus où on s'est déplacé dans les conseils d'EPN, on a présenté des listes de formations éligibles aux EPN et on a mené un travail de concertation avec les différents collègues. Également, un comité de pilotage a été mis en place et pour les CCR, une validation par leurs instances de direction, puisque les CCR sont des associations de gestion. Le volume de ces formations présentes dans l'application, bien sûr, doit nécessairement augmenter. C'est ce qu'on fait, ce qu'on a fait avec un travail tout au long du premier semestre 2020 et un travail important aussi au printemps, en vue de préparer bien sûr la rentrée, où on a 200 à peu près formations, services ou blocs présents dans l'application. À terme, tout le catalogue de l'offre CNAM devra être éligible au CPF et donc devra figurer dans l'application. Diverses actions sont en cours pour nous permettre de mieux de prendre ce virage CPF. En premier lieu, bien, la finalisation, vous l'aurez compris, de la formalisation de notre offre en bloc de compétences. Ça doit être très prochainement achevé. En second lieu, mais une réflexion est menée pour avancer vers une harmonisation des tarifs, forcément, et d'ailleurs du volume horaire des formations du CNAM, car l'application finalement a rendu visibles ces disparités ou les différences de tarifs qui pouvaient exister à ce jour entre l'établissement public et les centres CNAM en région. Enfin, en troisième lieu, le catalogue de notre offre proposée en FOD doit également être complété et optimisé de façon à permettre la réalisation de blocs et de parcours complets en FOD. Et enfin, également, des actions de formation et d'accompagnement des personnels, puisque c'est un vrai changement culturel, en tout cas au CNAM, sont organisés pour permettre à chacun d'appréhender à son niveau et dans son contexte de travail, les réels impacts de cette réforme et pour fournir des outils nécessaires à l'évaluation de leur pratique. Un chargé de mission a été nommé. Il prépare le comité de pilotage et coordonne les différents groupes de travail, que ce soit sur les tarifs, sur l'accompagnement au changement et sur les différents services. Et le CPF est donc pour nous un sujet central et il porte une dimension clairement stratégique, puisque le CPF doit en effet montrer la capacité du CNAM à prendre un vrai leadership sur ces sujets, renforçant son rôle spécifique, son rôle unique, le rôle unique de notre établissement à ce sujet. Bien entendu, avec un objectif de développer les recettes. Donc, comme je le disais, une mobilisation forte des différents collègues et bien sûr une relation client finalement qui s'instaure. Sur le processus qualité, rapidement aussi, je pense que ça avait été évoqué aussi dans la matinée. Donc, depuis janvier 2019, le CNAM est certifié qualité. La certification qualité, c'est bien entendu l'amélioration en continu. On a des certifications qui portent sur notre offre globale de formation, l'ensemble des entités de formation de l'établissement public, que ce soit, je l'ai présenté, la Direction nationale des formations, notre centre à Paris, notre offre dédiée aux entreprises, CNAM Entreprises, nos EPN, notre école d'ingénieurs. La qualité de nos formations, c'est pour nous un sujet également central. C'est un axe fort de notre projet d'établissement 2019-2023. Notre offre de formation s'appuie vraiment de manière volontaire sur une démarche qualité que nous avons engagée dès 2016. Et nous sommes référencés, donc DADOC est certifié FCU Veritas. Nous avons eu à ce titre un audit de suivi en octobre, un autre à 18 mois en juin 2020. Donc ça, c'est des points effectivement très, très importants pour nous. Les engagements certifiés sont les suivants. Bon, vous les connaissez, donc je passe rapidement là-dessus. Et nous allons chercher la certification Calliope,
au cours de l'année, donc en juin 2021, se prépare un audit à la certification Calliope, qui est encore une orientation et quelque chose de très important pour le CNAM. Je terminerai juste, et je vais laisser Bertrand Commelin la parole sur la dimension internationale, sur 3 points, et en parallèle de ces spécificités du CNAM et des orientations des orientations que je vous ai évoquées, que ce soit sur le CPF ou sur la démarche qualité. 3 points très, très brefs, 3 opérations, 3 orientations donc en parallèle, qui est une orientation forte vers les territoires, très forte de l'établissement, vers un déploiement dans les territoires. On a un objectif d'ouverture de 100 nouveaux centres sur les 3 ans, qui s'appuie à la fois sur la réforme de la formation professionnelle et à la fois sur le programme Cœur de Ville, c'est-à-dire sur deux ministères, le ministère du Travail et le ministère de la cohésion des territoires. Et en fait, l'idée derrière, c'est de faire de l'inclusion sociale en entrée et du développement économique en sortie. Un autre aspect important, c'est donc la numérisation vers les territoires. On a lancé un plan d'investissement FOD. C'est effectivement la crise que nous connaissons est un accélérateur de la FOADisation de nos formations. Et j'insiste sur la FOADisation. Et pourquoi un plan d'investissement important de l'ordre d'1 million d'euros qui a été voté au CA de juin dernier. Pourquoi ? Parce qu'on est passé très vite en mars à la mise à distance de nos formations. 95% de nos formations étaient mises en distanciel au bout d'une semaine. Mais il ne faut pas confondre mise à distance des enseignements et vraiment scénarisation et mise en place d'une offre à distance. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela qu'on développe un plan d'investissement avec nos centres en région en co-construction, établissement public, centre en région. Et enfin, 2 mots très, très brefs sur les Bac+1 que nous lançons aussi, notamment par rapport au NCU. Donc, l'objectif de ces Bac+1, c'est de favoriser la réussite en premier cycle, qui est une orientation forte, et on l'a vu dans le cadre de la campagne d'emploi de cette semaine, orientation forte sur le premier cycle, de Bac+1 à Bac+3, notamment des bacheliers professionnels et des bacheliers à la recherche d'une nouvelle orientation et d'une intégration professionnelle. Adossé au Bac+1, c'est 60 CTS qui sont reconnus, c'est-à-dire une première année d'enseignement supérieur qui va lui permettre de poursuivre une formation, à l'élève de poursuivre une formation et de rentrer on espère, dans l'entreprise. Donc, on a aussi 10 cursus, il y a 10 cursus qui sont labellisés par le ministère de l'enseignement supérieur en formation supérieure spécialisée. F2S. Donc voilà, en quelques mots, les stratégies d'un établissement très spécifique, finalement, dans un écosystème en mouvement et dont la formation tout au long de la vie est finalement la mission centrale.